je remercie beaucoup les structures organisatrices de cette journée de donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Donc sur un titre à rallonge, qu'on m'a proposé, la promotion d'un mode de vie physiquement-actif sur les territoires, une stratégie intersectorielle coordonnée, la convergence d'un enjeu de santé publique avec les enjeux des territoires. Alors j'ai 20 minutes, je vais essayer de les occuper au mieux. Et de fait, c'est un sujet tout à fait passionnant. Et c'est vraiment, alors sous l'effet de différentes dynamiques qui existent au niveau national ou international, c'est vraiment un champ d'intervention et de recherche qui est extraordinairement actif en ce moment. Il y a des découvertes, des confirmations par la science en permanence, et donc évidemment, je n'ai pas pu faire un balayage complet de tout ce qui se dit, de tout ce qui se découvre sur cette thématique aujourd'hui, mais ici même en Bretagne. Simplement pour en témoigner, je voulais juste évoquer cette publication dans Nature, donc qui date du 9 mai, donc on est il y a quelques jours, qui montre que les niveaux d'obésité et de surpoids sont désormais plus élevés en zone rurale qu'en zone urbaine dans tous les pays à haut revenu, qui est un petit peu contre-intuitif. C'est toujours la vie à la campagne, ça génère plus d'activité physique, mais plus aujourd'hui. Alors on l'explique évidemment par les habitudes alimentaires qui changent, par les modes de consommation, notamment des habitants les plus pauvres des zones rurales, qui consomment de plus en plus de produits alimentaires transformés, et ce dès la petite enfance, mais aussi évidemment par la mécanisation des tâches et des transports en zone rurale. Et là, on touche du doigt effectivement l'impact de l'activité physique sur ces résultats. Et donc c'est tout à fait intéressant. Donc l'activité physique, c'est bien un déterminant de la santé, mais finalement on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui détermine l'activité physique finalement. Et donc je vais m'appuyer en grande partie sur cet article qui est paru en 2012 dans le Lancet et qui s'est intéressé aux facteurs associés au niveau d'activité physique avec cette question, finalement pourquoi certaines personnes sont-elles actives physiquement et d'autres non. Et on va regarder quels sont les déterminants. Alors, vous connaissez par cœur ce schéma de la catégorisation des déterminants de la santé de Dahlgren et Whitehead. Je vous le remets quand même, parce qu'on va pouvoir, ça va permettre de structurer notre réflexion, de dire que comme tous les comportements de santé, l'activité physique dépend d'une multiplicité de déterminants. Cette roue des déterminants, elle va s'appliquer aussi à l'activité physique. Attribuer au seul individu la responsabilité de son niveau d'activité physique conduit inévitablement à ce qu'on appelle un blâme de la victime, c'est-à-dire responsabiliser les personnes pour des choses dont ils ne sont pas entièrement responsables. Et puis agir exclusivement au niveau individuel conduit en plus inévitablement à l'échec. Donc on a toutes les raisons d'aller voir un petit peu plus largement la problématique. Il faut agir sur l'ensemble des déterminants de l'activité physique. Et que nous dit donc cet article du Lancet, si on le reprend catégorie par catégorie, eh bien il s'intéresse d'abord aux déterminants individuels. Évidemment, il y a des déterminants biologiques sur lesquels on peut très peu agir, des déterminants génétiques. Je pense que les découvertes aussi sur l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont notre capital génomique évolue sous l'effet de différents facteurs extérieurs et finalement se transmettre à nos enfants, à notre descendance, vont impacter également fortement l'activité physique, l'évolution physiologique des populations et des individus. Il y a aussi beaucoup de déterminants individuels qui relèvent de la psychologie, les connaissances qu'on a, les représentations ou les croyances qu'on a par rapport à l'activité physique. La motivation, et là j'insiste sur le fait que la motivation c'est pas un concept simple, on n'est pas motivé ou pas motivé. La motivation c'est quelque chose de complexe qui implique la recherche du plaisir associé à la réussite, le fait d'avoir un lieu du contrôle plutôt interne ou plutôt externe, de s'inscrire ou pas dans une perspective temporelle, tout ça va agir sur notre motivation à pratiquer une activité physique. Et puis le style de vie va jouer aussi au niveau individuel. De quelle nature sommes-nous ? Il y a des gens qui sont naturellement plus physiquement actifs que d'autres, et c'est une réalité. Ça dépend aussi de notre personnalité, de plein de choses qui sont au niveau individuel. Si on regarde le niveau suivant, qui est indiqué en jaune donc sur le schéma de Dahlgren et Whitehead, c'est l'environnement social. Et notre activité physique, elle va dépendre aussi des pratiques par rapport à l'activité physique dans notre environnement familial, dans notre environnement amical, dans la culture à laquelle on appartient. Les pratiques d'activité physique, elles peuvent être liées aussi au métier qu'on exerce, au milieu professionnel dans lequel on évolue. Le niveau d'activité physique de l'entourage va jouer aussi très fortement. Si on est dans un milieu où les gens sont physiquement
physiquement active, dans un milieu amical qui a l'habitude, par exemple, de bouger, hein, c'est pour le week-end ou dans la semaine, on va bouger plus également. Le sentiment de sécurité, l'organisation sociale va jouer également un rôle positif ou négatif par rapport à l'activité physique. Si on regarde les choses de façon encore plus large, on va s'intéresser aux conditions de vie qui apparaissent en vert sur le schéma. Et donc d'abord l'environnement naturel. On ne peut pas nier que la végétation, c'est plus agréable d'aller dans des espaces verts, etc. Donc ça va jouer. Est-ce qu'on est à une distance proche, par exemple, d'une jolie forêt, hein, où aller se promener? La topographie, si on est dans une ville très pentue, évidemment qu'on va avoir tendance à faire du vélo, par exemple, c'était très clair. Le climat, hein, est-ce qu'il fait beau, pas beau, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait froid, etc. Ça impacte le niveau d'activité physique de la population. Est-ce qu'il existe des parcs naturels, des pistes de randonnée, etc. L'environnement bâti joue un rôle considérable également. Hein, les plans des quartiers, les lieux de promenade, les transports publics, les espaces piétons, les pistes cyclables, les espaces verts, les espaces de loisirs, la beauté, le caractère agréable du quartier pour s'y promener, la sécurité des piétons vont jouer également en tant que déterminant très important de l'activité physique. Et si on regarde les choses de façon encore plus large, donc au niveau violet, là, sur le schéma de Dahlgren et Whitehead, ce sont toutes les politiques locales ou nationales, donc les moyens de transport au niveau également local et national, la planification et l'architecture urbaine, les parcs et loisirs, l'organisation de la santé publique, de l'éducation et des écoles, du secteur sportif lui-même, l'existence de plans nationaux, de stratégies nationales d'activité physique, on y viendra tout à l'heure, l'existence ou pas d'un plaidoyer national et notamment associatif, professionnel, pour l'activité physique et l'implication du secteur privé vont jouer un rôle également. Enfin, les facteurs globaux, hein, le développement économique, l'urbanisation, les médias, hein, comment elles s'expriment finalement sur l'activité physique, la commercialisation de produits liés au sport, les normes sociales et culturelles, et les lobbies internationaux qui vont jouer un rôle aussi très important. Et le lobby automobile, pour ne pas le citer, évidemment, joue un rôle très important sur la façon dont les gouvernements prennent en compte ou pas les problématiques d'activité physique. L'automobile est-elle favorable à la mobilité douce? Alors, comment agir sur ces déterminants? Alors, il y a des leviers d'action qui existent, qui sont connus et très très bien étudiés. Donc, l'expertise collective INSERM a été évoquée. Il y a tout un ensemble de littérature internationale sur le sujet qui évoque ces leviers d'action. Alors, il se trouve que j'ai écrit un article avec Janine Pommier il y a quelques années dans La santé en action sur la promotion de l'activité physique et nous l'avons intitulé de façon un petit peu provocatrice, hein, que les politiques se bougent, hein, pour sortir un peu du manger-bouger un peu habituel. Et les leviers d'action, quand on regarde la littérature scientifique, on peut les regrouper, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, dans trois grandes catégories. D'abord, les approches populationnelles et communautaires qui ont une place extraordinairement importante dans la littérature internationale sur ce sujet, l'aménagement urbain et les transports dont on a déjà parlé en termes de déterminants qui vont jouer un rôle, et l'éducation et la formation qui vont également être à développer. Alors on va les prendre les uns après les autres. Les approches populationnelles et communautaires, quand on regarde ce qui se dit dans la littérature, eh bien on constate qu'on retombe sur des mesures dites universelles proportionnées, c'est-à-dire celles qui sont le plus à même d'agir sur le gradient social. Et oui, parce que dans le niveau d'activité physique, il y a aussi un gradient social. Les populations les plus favorisées ont davantage de facilité à accéder à l'activité physique que les autres et ça se représente sous la forme d'un gradient social. Et les inégalités de santé dont on sait que seules ces mesures universelles proportionnées permettent de les réduire. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans cette catégorie? Eh bien, donc des services universels à la population, donc des campagnes de communication nationale dont la littérature a montré qu'elles sont efficaces si elles sont articulées à des programmes communautaires et pas uniquement toutes seules de leur côté, des programmes pour promouvoir l'activité physique de tous et un large éventail d'activités physiques qui peut intéresser tous les groupes d'âge, des ressources et des forces vives qui existent dans les communautés autour de ces thématiques d'activité physique et qu'il faut mobiliser avec des programmes conçus pour l'ensemble des habitants d'un quartier, d'un territoire, d'une ville, etc. et qui soient implantés dans la diversité des milieux de cette communauté. Les approches socio-comportementales sont multicomposantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur un seul aspect, il faut vraiment agir avec différentes modalités de programmes et d'actions. Il faut viser à ce que les participants intègrent l'activité physique dans leur vie quotidienne, c'est ce qui a été
évidemment, mais avec des objectifs précis pour les personnes, un support social, c'est-à-dire autour de l'activité physique, une forme de compagnonnage, des contrats entre les participants et les leaders du programme, la constitution de groupes de marche, d'autres groupes de support, et le renforcement des comportements favorables par l'autorécompense, la résolution de problèmes et la prévention de l'abandon de l'activité physique. Tout ça, ce sont des données probantes qu'on retrouve dans la littérature internationale sur ce qui fonctionne. À préciser également, tout de suite, après avoir parlé de ces services universels, l'universalisme en principe ne se traduit pas toujours par l'universalisme en pratique. Et là, il y a un exemple justement qui est donné dans cette littérature-là sur l'universalisme proportionné, qui indique que l'accès aux espaces verts et à l'activité physique est influencé par des déterminants comme l'éducation, le revenu, le sexe, l'origine sociale, le lieu de vie et de travail. Les programmes universels peuvent avantager des gens déjà en situation favorable, comme tous les messages destinés à l'ensemble de la population, et échouer à améliorer la situation des gens se trouvant dans une situation moins favorable et donc accroître l'écart en matière de santé, accroître les inégalités de santé. C'est pour cela qu'il faut aussi des services proportionnés aux besoins de sous-groupes spécifiques de la population. Et ce qu'on retrouve dans la littérature, par exemple, ce sont la possibilité de prévoir des accueils pour les jeunes enfants dont les parents pratiquent ou souhaiteraient pratiquer une activité physique dans des clubs de sport. Voilà, ça aide à la participation de ces parents. Promouvoir un aménagement des lieux de vie et des modalités de déplacement pour les personnes âgées qui leur assurent le maintien d'un certain niveau d'activité physique. C'est aussi en agissant dans l'environnement des personnes âgées qu'on va leur redonner ce sentiment de sécurité qui va leur permettre de rester physiquement actives et pas frileusement dans leur fauteuil. Porter attention aux périodes de la vie à risque d'arrêt de la pratique physique, ça a été également évoqué, qui sont souvent des périodes de changement dans la vie. Et ça, c'est très clairement identifié aussi dans la littérature. La puberté a été évoquée, effectivement, avec des chiffres, 6% des jeunes filles de 15 ans qui pratiquent une activité physique favorable, d'un niveau favorable à leur santé, mais bien plus pour les garçons, je crois qu'on est à 13%. Donc il se passe quelque chose au moment de la puberté. Et oui, et donc c'est à ce moment-là aussi qu'il faut agir pour permettre à tous ces jeunes de rester physiquement actifs. Le passage du lycée à l'université, en tout cas en France, est très souvent un moment d'arrêt de l'activité physique. La perte d'emploi, avec tout ce que ça génère en termes de réorientation des priorités personnelles des personnes, le départ en retraite, souvent aussi les déménagements qui changent les habitudes de vie, etc. Toutes ces étapes de changement dans la vie sont susceptibles d'agir dans un sens favorable ou défavorable par rapport à l'activité physique. Il est de plus, nous dit la littérature, essentiel de réduire les barrières sociales et financières pour toucher les personnes les plus défavorisées. Et ça, évidemment, c'est un levier tout à fait important. L'aménagement urbain et les transports, c'est le deuxième grand volet d'intervention efficace, avec des politiques en matière d'urbanisme et d'aménagement urbain, veiller à ce que les magasins, les emplois et les écoles soient à distance de marche des zones habitées, encourager la mixité des usages, commerce, services, loisirs et emplois à proximité des zones d'habitation. C'est vraiment effectivement de l'aménagement urbain, de l'urbanisme, de l'organisation, qui est sous la responsabilité en grande partie des politiques. Assurer un accès sécuritaire aux activités physiques récréatives, à la marche et au vélo, aux personnes de tous les âges et de toutes les conditions. L'éclairage des rues joue un rôle très important, ça a été démontré aussi, la conception des rues, l'amélioration de l'esthétique des rues, on retrouve le déterminant beauté et caractère agréable du quartier qui joue de manière très importante dans l'activité physique. Faciliter l'accès aux équipements sportifs en termes d'amplitude horaire, de sécurité des parcours, etc. Et enfin, installer des équipements de remise en forme dans tous les espaces finalement publics qui s'y prêtent, comme les squares, les parcs, etc. Les transports, on va les retrouver également de manière très importante en tant que levier d'action, avec des politiques et des réseaux de transport qui doivent être axés davantage qu'aujourd'hui sur la marche, le vélo et le transport collectif, un bon réseau de transport collectif, de voies piétonnes et de pistes cyclables afin de faciliter les mobilités douces, autant pour les déplacements entre guillemets utilitaires que pour les loisirs actifs. Tout ça est favorable à l'activité. Et enfin, le troisième grand volet, c'est l'éducation et la formation. L'école est signalée dans toute la littérature scientifique sur ce sujet comme un milieu de vie à privilégier en termes d'activité physique, avec la promotion de l'activité physique en milieu scolaire sous forme
forme ludique, en particulier pour les jeunes enfants entrant à l'école élémentaire, et l'organisation de cours réguliers et dynamiques d'activité tout au long de la scolarité. Sensibiliser le milieu de l'éducation nationale à faire bouger tous les enfants, y compris ceux qui présentent un handicap et sont accueillis en milieu scolaire, ne pas les laisser de côté dans ce cadre-là. La promotion de modes de transport actifs, marche ou vélo pour aller à l'école et en revenir, en sollicitant l'appui et la participation de toutes les parties prenantes, en interne et en externe effectivement de l'école. L'éducation populaire est mentionnée également comme étant un milieu qui peut agir de façon tout à fait intéressante sur l'activité physique des populations, avec son rôle en termes de modification ou d'action sur les normes sociales à propos de l'activité physique, et un accès gratuit aux activités extrascolaires multisports pour tous les adolescents et toutes les adolescentes. Ce serait un pas, semble-t-il, très important à franchir dans ce sens. Dans l'éducation et la formation, il y a aussi la formation. Et là, sont évoqués notamment les cadres dirigeants, les responsables en milieu de travail, qui doivent être sensibilisés à l'importance de mettre en place des espaces dédiés à l'activité physique sur le lieu même du travail, voire pendant le temps de travail. Ça demande à être repensé. Et je pense qu'en Europe du Nord, notamment, ce sont des choses qui sont largement plus intégrées dans les milieux de travail que chez nous. Les acteurs de soins de santé primaire doivent également être sensibilisés à cette dimension. Finalement, est-ce que ces acteurs du soin ne passent pas souvent à côté de cette dimension activité physique chez les patients qu'ils reçoivent, Donc, intégrer cette préoccupation dans la formation initiale et continue de ces acteurs des soins de santé primaire sur les sujets de santé liés à l'activité physique, qu'il s'agisse d'ailleurs de prévention universelle ou primaire, de prévention spécifique ou de prévention indiquée avec des personnes effectivement atteintes de maladies chroniques, mais à tous les niveaux, avoir ce réflexe de penser activité physique également lorsqu'ils reçoivent des patients. Et enfin, la formation et la supervision des acteurs du monde du sport et de l'activité physique, qui vont être largement évoqués aujourd'hui également. Alors, une petite synthèse rapide. Il est illusoire de vouloir augmenter l'activité physique d'une population en travaillant sur sa seule motivation. L'essentiel est ailleurs, dans les politiques mises en œuvre à tous les niveaux, du local au national, de l'éducation au travail en passant par les loisirs. L'activité physique dans toutes les politiques, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le dire, à paraphraser la santé dans toutes les politiques, l'activité physique aussi dans toutes les politiques, de l'éducation, de l'emploi, des loisirs, etc. Cette activité n'est pas à considérer dans une optique sportive de performance, c'est important de le rappeler, mais comme une pratique ancrée dans les habitudes du quotidien, avec la notion de plaisir qui est absolument essentielle. C'est la qualité du cadre de vie, du lien social et des relations humaines qui promeut véritablement l'activité physique. En ce sens, les déterminants de l'activité physique sont aussi des conditions de l'attractivité de nos territoires. Quelques références que je vous laisserai puisque vous aurez le diaporama. Et puis je vous remercie infiniment de votre attention.